Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce webinaire sur G Suite. Moi, je suis Lorraine du marketing Solidatech et aujourd'hui avec moi, il y a Sébastien de chez IT for Life. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Sébastien. N'hésitez pas à nous dire d'emblée si jamais vous nous entendez mal ou quoi, on essaiera de réajuster le tir autant que possible. Alors, du coup, le but de ce webinaire, c'est que ce soit aussi interactif que possible. Donc, je vous invite en cours de présentation à poser les questions que vous avez avec un petit peu de contexte autour, si c'est possible, puisqu'en fait, on va répondre avec Sébastien à vos questions à la fin de la présentation essentiellement. Bon, en cours de route, éventuellement, je répondrai à 2-3 éléments par écrit si je suis en mesure de le faire, mais les questions seront essentiellement traitées à la fin. Alors, pour poser ces questions, je vous demanderai s'il vous plaît de passer par l'onglet Q et R qui est en bas à gauche de votre écran. Parce que sur le chat, vous pouvez tout à fait vous en servir, notamment pour vous donner des bons conseils entre participants, des retours d'expérience, etc. Ça, c'est très intéressant aussi pour tout le monde. En revanche, nous, de notre côté, on ne va pas arriver à être sur tous les fronts. Donc, voilà, pour pouvoir bien traiter vos questions et y répondre, on va passer par l'onglet Q et R en bas à gauche de votre écran, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vais rapidement vous présenter quelques slides sur Solidatech pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas ou du moins mal ce qu'on propose. Et puis, je vais passer la parole rapidement à Sébastien qui fera l'essentiel de la présentation sur G Suite. Alors, un partage d'écran pour ce faire. Voilà. Donc, Solidatech, en quelques mots, nous sommes un programme de solidarité numérique dont le but, c'est d'aider les associations à renforcer leur impact à travers une meilleure utilisation du numérique. On est porté par une coopérative d'insertion qui s'appelle les Ateliers du Bocage, qui est membre d'Emmaüs et dont le cœur de métier, c'est la collecte et le réemploi de tout ce qui est matériel informatique, smartphone et cartoucherie. Et en fait, on est né il y a une bonne douzaine d'années maintenant de la rencontre entre les Ateliers du Bocage d'une part et TechSoup d'autre part. TechSoup, c'est une ONG américaine qui est en fait un réseau international de solidarité numérique pour les associations et dont il existe des branches un petit peu partout dans le monde, dont en France, via Solidatech. Donc, nos bénéficiaires sont essentiellement des associations loi 1901, mais on peut également retrouver des fondations, notamment fondations reconnues d'utilité publique et des bibliothèques publiques. Pour vous donner juste 2-3 chiffres clés, actuellement, il y a plus de 33 000 structures qui sont inscrites chez nous. Et durant ces 12 dernières années, du coup, on a pu leur distribuer quelques 400 000 licences et outils numériques, ce qui, comparé à la valeur marchande de ces biens, représente pour le secteur associatif une économie de 140 millions d'euros. Alors concrètement, comment est-ce qu'on aide les associations dans le secteur du numérique? Essentiellement par deux modes d'action. D'une part, l'outillage et d'autre part, l'accompagnement. Je vais brièvement détailler ces deux points. Tout d'abord, en ce qui concerne la partie outillage, on entend dans un premier temps, et c'est en général, si on nous connaît, ce pourquoi on nous connaît le plus, à savoir toutes les solutions que nous avons à notre catalogue, quel que soit le secteur, à tarif soit gratuit, soit préférentiel pour les associations. Je ne vais bien sûr pas détailler là tout le catalogue, mais voilà, dans l'idée, ça vous permet de voir que les solutions qu'on a sont très diverses. Elles sont aussi bien internationales et connues telles que justement Google, Microsoft, Adobe, etc. Mais on a aussi plein de petites solutions françaises telles que Payfit, AssoConnect, Helloasso, etc. Donc voilà, d'un aperçu, ça vous permet de voir qu'il y a pas mal de sujets qui sont traités, de la conception graphique en passant par la comptabilité, la sécurité, les solutions bureautiques, les outils collaboratifs, etc. Donc, je vous invite à aller consulter notre catalogue de solutions qui est sur notre site internet. Et puis d'autre part, dans la partie outillage, on retrouve aussi tout ce qui est équipement informatique. Donc en fait, les ateliers du bocage auxquels on appartient et que j'évoquais tout à l'heure, grâce à eux, on a plein de matériel reconditionné informatique qu'on peut mettre à votre disposition à très bon tarif. Donc aussi bien ordinateur fixe ou portable que tablette, imprimante, smartphone, etc. On a, comme sur le même principe que les solutions, un catalogue disponible en ligne, mais vous pouvez aussi faire vos demandes par devis.
N'hésitez pas, surtout ça peut être intéressant pour les flottes d'ordinateurs, s'il vous faut par exemple une vingtaine d'ordinateurs similaires ou ce genre de choses. Donc toutes les infos sont sur notre site internet et puis on a une petite part de matériel neuf grâce à nos partenaires Cisco et Dell également. Et enfin, dernier slide pour ma part, c'est sur la partie accompagnement de Solidatech. C'est juste pour vous donner un aperçu de ce qu'on entend par là. Entre autres, sur notre site internet toujours, on a un centre de ressources qui est à votre disposition, dans lequel vous retrouverez aussi bien des conseils, des tutoriels, des témoignages, etc. Également d'ailleurs les replays des webinaires tels que celui-ci, soit dit en passant. On envoie également à nos bénéficiaires une newsletter par semaine à peu près, avec les bons plans du moment. On a créé l'année dernière un outil d'autodiagnostic qui permet aux associations d'évaluer leur maturité numérique à la fois simplement et rapidement. C'est un très bon point de départ pour notamment identifier les chantiers du numérique et traiter la question dans son ensemble. On a également mené une étude qui s'appelle la place du numérique dans le projet associatif en 2019 en partenariat avec Recherche et Solidarité et dont vous trouverez les résultats dans notre centre de ressources. On essaye de faire en temps normal un webinaire par mois à peu près. Ces temps-ci, beaucoup plus parce qu'on a conscience que c'est particulièrement d'actualité et nécessaire en ce moment. Donc, on fait de notre mieux sur le sujet. Et puis, en temps normal, on a aussi une super équipe de support qui est à votre disposition par téléphone 5 jours sur 7. Actuellement, malheureusement, pour des questions techniques de confinement, ce n'est pas le cas. En revanche, notre équipe est toujours joignable pour répondre à vos questions à l'adresse contact@solidatech.fr. Et puis, vous trouverez également plein d'autres choses sur notre site internet, dont d'ailleurs notre catalogue de formation sur mesure. Voilà pour moi. Je vais passer la parole donc à Sébastien pour la partie tout ce qui concerne G Suite. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous partager aussi mon écran. On va essayer de faire assez rapidement la présentation pour pouvoir se laisser un peu de temps pour la partie questions-réponses en suivant. Donc, je vais démarrer tout de suite et par une petite présentation d'abord de notre structure très rapidement et ensuite je vais enchaîner avec la partie Google. J'en profite pour glisser au passage que du coup, ce webinaire est bien enregistré et sera disponible sur notre centre de ressources. Donc vous aurez tout à disposition, y compris le support de présentation que va utiliser Sébastien aujourd'hui. Et Sébastien, si tu peux parler un petit peu plus fort, apparemment, ça sera parfait. Merci. Ouais, vous m'entendez mieux là? De mon côté, ça va. J'espère que c'est pareil pour les participants. Ça devrait aller. Okay. Et vous voyez bien mon écran aussi? Oui, on voit tout bien. Parfait. Donc, je vais vous présenter rapidement T4Life, qui est notre structure. C'est une ESSN, donc c'est une entreprise sociale de services numériques. On est intégrateur de solutions. Notre objectif, c'est d'appréhender au mieux vos besoins, de nous mettre un peu dans la peau, dans votre peau, de prendre votre place pour essayer de comprendre vraiment ce qui peut vous apporter et vous conseiller sur les meilleures réponses technologiques les plus pertinentes, ou au contraire vous dire quand a priori c'est pas pertinent d'utiliser des technologies pour des choses que vous faites très bien sans, on saura le dire aussi. Notre objectif, c'est vraiment de ne pas réinventer la roue, de devenir une référence pour le secteur solidaire grâce à un réseau complet de partenariats forts, notamment dans des clubs de DSI, avec Solidatech ou avec Coordination Sud, pour ceux qui connaissent. C'est des exemples, on est aussi très proche de Simplon, etc. On souhaite faciliter vraiment l'employabilité des femmes et des jeunes. Donc ça fait partie vraiment des choses qui nous importent beaucoup. N'hésite pas à parler encore un petit peu plus fort, Sébastien, apparemment. On a des retours qui vont dans les deux sens. Pour certains, ça va, pour d'autres, non. Mais dans le doute, n'hésite pas. Ok, je suis désolé, j'ai une voix un peu grave, donc je vais faire de mon mieux pour que vous Merci. m'entendiez correctement. Donc ça, c'est nos pays d'intervention, globalement Europe et Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. On accompagne beaucoup d'ONG, d'organisations humanitaires. Ça, c'est un peu tous nos domaines d'intervention, mais je vous enverrai la présentation par la suite, donc on ne va pas trop s'attarder là-dessus.
on essaie de couvrir tous les domaines de la sécurité en passant par le réseau, par le travail collaboratif ou des solutions de gestion pour des adhérents, des donateurs, de la comptabilité, des feuilles de temps pour des choses. C'est des éléments qui parlent généralement assez aux assos. Ça, c'est une partie de nos clients, donc beaucoup d'ONG parce que c'est le domaine dont on est issu. On souhaite vraiment favoriser en fait les rapprochements, les partenariats et de mutualiser les offres pour éviter de fonctionner en silo, de faire en sorte que les DSI se parlent pour que ça apporte au plus grand nombre et qu'on ait un meilleur impact en fait sur nos bénéficiaires. Ça, c'est notre équipe dont je suis très fier. On est aujourd'hui à l'équilibre 50-50, 50% de femmes et 50% d'hommes. On a mis le collaborateur au centre. Ça, c'est quelque chose aussi qui est pour nous essentiel et qui est un peu différent du langage traditionnel qui veut que le client est roi. Pour nous, ça donne plein de dérives. Donc, on a remis le collaborateur au centre. On pense que c'est une bonne méthode. On est très focalisé sur l'humain et sur les personnes. Voilà pour la présentation rapide d'IT for Life. De toute façon, je vous partagerai la présentation. Ce qui fait qu'on est ensemble aujourd'hui, c'est vraiment de vous parler de la suite collaborative de Google pour les associations. La chose importante, c'est que c'est vraiment deux choses différentes entre la suite grand public et la suite association. La suite association, c'est vraiment une suite professionnelle gratuite pour les assos, les ONG. Sébastien, excuse-moi, il y a encore pas mal de personnes pour qui le son est trop faible. Est-ce que tu as la possibilité peut-être de rapprocher le micro de ta bouche éventuellement ou... Ouais, dites-moi si c'est mieux comme ça. Il y a des chances que ce soit mieux. En tout cas, de mon côté, ça va. Mais à vrai dire, de mon côté, ça va depuis le début. Alors, je ne sais pas si c'est représentatif. Mais de toutes les façons, je pense que ça sera pire sans le kit. Donc, Ouais, prête bien attention à garder le micro près de toi et on va dire que ça va aller. Et j'espère que ça bien va pour le sûr. maximum d'entre vous. Désolée d'avance pour ceux qui entendent mal. Ouais, désolé, je vais essayer comme ça du coup. Ouais, ça a l'air mieux. Ok. Merci beaucoup, Sébastien. Donc cette solution va vous permettre d'organiser toutes vos ressources, de mettre en relation vos membres et vos équipes, de communiquer de manière plus efficace en interne comme en externe, de mettre en valeur vos données avec des outils simples de reporting ou encore de simplifier l'accueil des bénévoles ou des collaborateurs. Donc c'est une suite complète, on va détailler un peu chaque partie. Pourquoi j'ai suite? Parce que c'est une suite vraiment extrêmement simple à mettre en place, à maintenir et à appréhender. Globalement, il y a énormément d'utilisateurs qui ont déjà une connaissance de la plupart des outils et c'est ce pourquoi, à notre sens, c'est vraiment quelque chose de pertinent pour les assos, pour gagner du temps, pour éviter de se perdre dans des processus complexes, soit de mise en place, soit vraiment d'utilisation. Voilà un peu tous les outils qui sont présents dans cette suite. Comme je le disais, on va le détailler, il y en a vraiment beaucoup. En gros, ça va vous permettre de faire de la création de contenu, de la communication, d'accéder à toutes vos données partout et en tout temps, et aussi d'avoir des outils de contrôle pour voir justement contrôler le partage, savoir à qui on diffuse les documents, à qui on les diffuse pas, quels documents on partage ou pas, euh, et pour vous permettre de collaborer de manière simple et efficace. Euh, voilà. Donc là, on va rentrer un peu dans le détail. On va voir à peu près tous les produits qui composent cette suite. Donc le produit phare, c'est Gmail, celui que vous connaissez, je pense, tous, qui va vous permettre de faire de l'envoi de la réception de messages, de la gestion des spams, du transfert, des signatures, de mettre en place des messages d'absence, de déléguer aussi une messagerie. Donc ça peut être vraiment intéressant quand on a plusieurs personnes qui doivent accéder à un même compte et de répondre avec des secrétariats, par exemple, qui peuvent être dans diverses régions ou dans diverses villes. Ça vous permet aussi de catégoriser, de faire des dossiers, des sous-dossiers, comme vous avez l'habitude de le faire probablement avec d'autres outils comme Outlook, etc., de faire des filtres et de la recherche avancée. Et de pouvoir ajouter aussi tout un tas de gadgets, et donc c'est-à-dire de greffer d'autres compléments pour des choses qui seraient manquantes. Par exemple, on peut relier Trello ou Asana, des outils de gestion de projet directement dans Gmail. Google Docs, c'est l'équivalent de Word. Ça vous permet vraiment de faire de l'édition de documents, de faire du partage et de l'édition en temps réel à plusieurs. D'avoir du versionning, c'est-à-dire qu'on a de fait des documents qui sont vivants et qui vont pouvoir durer dans le temps.
des versions qu'on va pouvoir nommer, sur lesquelles on va pouvoir revenir aussi, de se mettre des alertes, et puis après de faire tout ce qui est édition traditionnelle avec table des matières, de pouvoir aussi insérer des dessins et des graphiques donc, qui sont liés avec d'autres outils de la suite. Et ça, peut-être qu'on va pouvoir avoir un peu de temps pour le montrer tout à l'heure, et pouvoir aussi de faire de l'archivage. On a l'agenda qui va vous permettre de vous organiser, d'avoir vos rappels, d'organiser aussi le travail de vos équipes et des gens avec qui vous êtes amenés à collaborer, de ne plus passer à côté des réunions, d'avoir en fait votre agenda qui vous suit partout, puisqu'il y a, toutes ces applications sont disponibles aussi sur mobile, donc vous allez pouvoir les installer sur vos smartphones si besoin. Ça permet aussi de vérifier la disponibilité des ressources, et quand je dis des ressources, ce n'est pas forcément des ressources humaines, mais aussi des ressources type salle de réunion, véhicule, etc. Puisqu'on va pouvoir très simplement ajouter des calendriers de ressources et de pouvoir les partager avec une validation ou non de la disponibilité de ces ressources. On va pouvoir aussi mettre des règles de partage, ça c'est vrai aussi à peu près sur tous les outils, et d'ajouter des agendas publics. Encore une fois, tous ces agendas que vous allez pouvoir créer, vous allez pouvoir aussi les publier et les distribuer. Si on pense à une association sportive, par exemple, avec un calendrier de réservation des cours de tennis, c'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait publier et mettre en disponibilité de manière publique, et ce qui permettrait de voir les réservations en temps réel. Hangout, c'est l'outil de chat donc, qui permet de faire de la communication instantanée, un peu comme Skype ou WhatsApp, sauf que c'est intégré à cette suite, donc ça bénéficie de toutes les règles de sécurité et de la conformité RGPD, ce qui n'est vraiment pas le cas des autres outils, particulièrement pas WhatsApp, qui est propriété de Facebook et du coup qui n'est pas conforme justement à cette réglementation européenne. Ça va permettre de faire du chat à plusieurs, on va pouvoir se créer des salons. Et l'autre aussi avantage par rapport à certains outils, c'est qu'on va pouvoir rechercher dans les messages et dans l'historique et avoir une vue depuis Gmail, en fait, regroupée de tous ces messages avec une distinction entre les messages Hangout et les messages traditionnels. On va pouvoir faire de la discussion de groupe et aussi créer des meetings un peu à la volée. Donc ça aussi, on pourra y revenir peut-être sur une partie un peu démo. Ensuite, il y a toute la partie Google Sites qui va vous permettre de faire des sites web à la volée. C'est pareil de manière très simple. Et aussi de faire des sites intranet. Donc, pour pouvoir mettre en avant soit vos équipes, soit des documents types ou des référentiels, des procédures, etc. Donc, ça peut avoir le double usage, soit de se faire des sites très simples pour des petites assos qui n'ont pas les moyens justement d'investir euh, dans du travail avec un webmaster, etc., de pouvoir se créer quelques pages vraiment extrêmement simplement, et pour des structures plus conséquentes, de pouvoir se constituer un véritable intranet collaboratif et très simple à mettre à jour. On peut voilà aussi greffer des différents types de contenus, greffer des vidéos, greffer des formulaires, greffer des graphiques qu'on aurait créés avec d'autres outils, etc. Google Forms, c'est un outil de formulaire que beaucoup connaissent aussi, qui est très largement utilisé par le grand public. Ça va vous permettre de créer des questionnaires de manière extrêmement simple aussi, en édition à la volée, toujours pareil, avec des rubriques pré-créées, pré-remplies, avec des sections, etc. Ça va vous permettre ensuite de traiter toutes ces réponses directement dans Google Sheets, qu'on va voir un peu plus tard, et de pouvoir faire de l'analyse en fonction de ces réponses ou du mailing, etc. Google Slide, c'est l'outil qu'on utilise là tout de suite. C'est vraiment l'équivalent de PowerPoint, avec en plus toutes les fonctions de collaboration de la suite Google. Donc si vous travaillez à plusieurs sur une présentation et que vous avez des gens qui ne sont pas du tout à l'aise avec la mise en forme, etc., il est possible de leur dire, voilà, vous chargez que d'éditer le contenu et nous, on va faire tout le travail de mise en forme par la suite. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement pratique, qui permet d'avoir des présentations vivantes, très agréables à regarder et à utiliser, qui sont transportables, puisque à chaque fois, vous pouvez les retrouver partout depuis n'importe quel périphérique. Donc ça, c'est quelque chose aussi de vraiment avantageux. Donc Slide, c'est un très très bon outil pour faire des présentations.
Google Sheets, qui est un élément aussi incontournable, c'est l'équivalent d'Excel pour tous les gens qui connaissent, et je pense que tout le monde connaît très bien Excel. Aujourd'hui, les fonctionnalités sont très, très proches de la complétion du niveau d'Excel. Il faut savoir qu'il y a presque 80% des utilisateurs d'Excel qui utilisent qu'une infime partie des fonctionnalités. Donc voilà, on peut faire des choses très simples avec Google Sheets, mais on peut aussi faire des choses extrêmement complexes. On peut faire toutes sortes de graphiques de tri, envoyer des données faire du traitement de données, des tableaux croisés dynamiques, des macros, etc. Peut-être qu'on aura aussi l'occasion de l'aborder un peu après. Et on retrouve toujours aussi ces possibilités de faire du versionning, c'est-à-dire de revenir en arrière, de d'éditer à plusieurs des documents. Donc pour des tableaux de bord, c'est vachement pratique pour des suivis budgétaires. Voilà. Nous, on l'utilise énormément en interne, et particulièrement en ce moment où on peut travailler avec les équipes finances et d'avoir toutes les infos en temps réel sans avoir systématiquement à demander tiens, est-ce que tu as mis à jour ce tableau Excel? Est-ce que j'ai la bonne version? Est-ce que c'est la version définitive, etc. Donc on peut vraiment faire beaucoup de choses avec cet outil qui est extrêmement complet. Encore une fois, on peut toujours, mais si on est limité par certaines fonctionnalités, y ajouter des add-ons ou faire du script à l'intérieur. On a aussi parmi les outils incontournables et majeurs de la suite, Google Drive qui doit être vu comme un coffre-fort en fait pour l'ensemble des données. Euh, c'est vraiment le lieu de stockage pour tous les documents. Il faut voir ça un peu comme un serveur de fichiers hautement sécurisé qui va permettre de faire de la recherche avancée, de faire de l'édition de documents, du stockage et du stockage de tout type de documents, ce qui n'est pas forcément le cas des autres acteurs de travaux collaboratifs. Euh, on va pouvoir y stocker des PDF, des documents Excel, des fichiers zip, des fichiers vidéo, etc. Euh, la seule limite qui n'en est pas forcément une, c'est que pour le secteur associatif, pour la version complètement gratuite de l'offre, en fait, on est limité à 30 gigas. Mais il faut savoir que 30 gigas, c'est énorme pour du document bureautique, puisque en fait, tous les documents qui vont être édités avec les outils de Google, à savoir Google Docs, Google Sheets, Google Slides, etc., ne consomment pas du tout de données dans votre espace Drive. Et pour les gros consommateurs, il y a aussi la possibilité d'étendre cet espace à l'infini, puisqu'il y a d'autres offres qui existent. Donc là, on passe sur des niveaux payants, mais voilà, il n'y a pas vraiment de limite à l'usage de Google Drive. On a aussi Google My Maps qui va vous permettre d'éditer des cartes à la volée. Donc pour une asso qui a plein de représentations ou plein de bénévoles en France ou à l'étranger, ça va permettre de se créer des cartes et de mettre des points, un peu comme des épingles, partout où on va retrouver des collaborateurs. Donc ça, de manière graphique, ça peut être vraiment intéressant, soit pour les adhérents, soit pour les bénéficiaires, ou des cartes de mission, etc. Donc c'est pareil, très simple d'usage et très bénéfique pour avoir visuellement des éléments importants. On a deux autres éléments. Moi, celui qui me plaît le plus, mais là je parle en tant qu'administrateur de ces solutions, c'est la console d'admin qui va vous permettre de gérer de manière centralisée et en mobilité l'ensemble des utilisateurs, toutes les politiques de mot de passe, la réinitialisation, le blocage de compte, c'est-à-dire quand il y a quelqu'un qui a perdu ou qui s'est fait voler son matériel, on peut tout à fait désactiver son compte depuis cette interface, créer vraiment des utilisateurs à la volée. Et il faut savoir que dans l'offre pour les associations, il n'y a pas de limite en nombre d'utilisateurs. Donc cette solution marche très bien pour une personne, comme pour 10 000 ou 15 000. Il n'y a pas vraiment de limite là-dessus. Et nous, on a vraiment tout type d'organisations qui utilisent ça, des auto-entrepreneurs comme des très grosses organisations internationales. Voilà, il n'y a pas de limite là-dessus, c'est juste un peu après d'organisation euh, sur les unités d'organisation, etc. Et le dernier outil, il y en a encore beaucoup, mais sur les principaux, et celui qui est compris dans cette suite pour les associations, c'est Google Classroom, qui va vous permettre de créer du contenu. C'est une dérivation
d'un outil qui est vraiment utilisé pour les écoles, mais qui peut servir tout à fait pour les associations, pour lorsqu'on va, par exemple, accueillir de nouveaux collaborateurs, de pouvoir éditer des questionnaires, de pouvoir publier du contenu et de s'assurer que ce contenu a été intégré. Et là, je pense à vraiment plein d'organisations pour qui ça pourrait faire sens, de savoir que chaque personne s'est imprégnée, ouais, justement de, je sais pas, des politiques ou de la charte, etc. Et ensuite d'avoir une forme de validation de la bonne compréhension de ces outils. Donc là, on va passer sur du contenu un peu plus commercial de Google. Il faut savoir que nous, on n'est pas du tout affilié à Google, donc on peut avoir un esprit très critique et on pourra en parler aussi très librement par la suite. Donc ça, c'est des données qui sont issues d'un programme d'un programme en fait de comparaison entre Office 365 et Google Suite. Donc voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais il y a une réalité dans l'efficacité de ces outils, sur l'envoi, la réception des messages, sur la disponibilité des documents, sur la vitesse de téléchargement. Et là, on l'a vu particulièrement ces derniers temps, où les serveurs de Microsoft ont énormément souffert bah, de la montée en charge, là où personne n'a ressenti de différence pour les utilisateurs de la suite de Google. Euh, voilà. Euh, j'ai marqué aussi sur cette presse de rester connecté ou pas, parce qu'il y a la possibilité aussi, et il y a plein d'outils pour pouvoir se déconnecter, notamment dans l'agenda ou dans la messagerie, pour pouvoir mettre en pause en fait toutes les notifications pendant des périodes établies pour pas être dérangé le week-end. De la même manière, la possibilité de séparer son profil professionnel de son profil perso sur son téléphone, etc., pour pouvoir ne pas être sollicité en fait pendant les week-ends, les vacances ou le soir pour ceux qui ne le souhaitent pas. Il y a énormément de certifications autour de ces outils. C'est celle qui est une des plus sécurisées au monde aujourd'hui, voire la plus sécurisée au monde, avec ouais, plein de certifications, notamment sur le stockage des données de santé, la conformité RGPD. On pourra aussi échanger sur ces parties-là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions autour de Google. Encore une fois, on n'a pas de lien direct avec eux, donc on pourra y répondre de manière très transparente. C'est une solution qui est née dans le cloud, contrairement aux autres qui ont été portés par la suite. Donc tous les mécanismes en fait ont été testés dès le début, et on sait tous comment, justement avec la disponibilisation de Gmail gratuitement pour toute la planète. Et donc en fait, il y a une robustesse de ces outils sur l'usage, sur la montée en charge dont on parlait tout à l'heure, qui est vraiment incroyable. Et tout est géré depuis un point central en fait, donc il n'y a plus rien à installer sur son ordinateur ou sur ses périphériques. Tout est géré depuis Google Chrome ou depuis des applications en fait sur smartphone. Toutes les mises à jour sont faites au fil de l'eau, donc on n'a plus des gros changements de version comme on y était habitué avec Office notamment. On ne va pas passer de la version 1 de Gmail à la version 3 avec 4 années d'écart et une refonte complète de toutes les interfaces. Vraiment, toutes ces améliorations sont faites au fil de l'eau, ce qui fait que pour les utilisateurs, c'est assez simple et assez évident de suivre justement ces évolutions. C'est la même chose pour tout ce qui est politique de sécurité et mise à jour. Et il y a un seul environnement à mettre à jour, un point central. Il n'y a pas de disparité sur les potentielles attaques, comme on peut le retrouver sur d'autres types d'outils où on va devoir mettre à jour son système d'exploitation, puis les logiciels indépendamment les uns des autres, ce qui peut créer vraiment de la complexité pour s'assurer justement qu'on n'a pas de difficultés et qu'on n'a pas créé des points critiques sur nos documents et sur nos outils. Cette question de la mobilité sans limite revient effectivement. En fait, ça sert à une représentation de tous les data centers de Google et de leur façon de répliquer entre eux. Donc, il y en a un peu partout dans le monde et régulièrement, ils éteignent un data center complet et pour s'assurer en fait que tout réplique correctement. Il y en aura de plus en plus, je pense, en Afrique dans les années à venir, mais ces solutions marchent aussi très bien dans des pays où on a peu de connexion Internet. Et en parlant de ça, d'ailleurs, il y a aussi la possibilité de fonctionner avec tous ces outils en mode hors connexion
à part évidemment le chat, par exemple. Mais sinon, tous les autres, tout comme Word, Excel, etc., peuvent marcher en mode hors connexion. Voilà, donc ça c'était pour notre présentation et on va passer à une partie questions-réponses et une petite démo. Donc Lorraine, ouais, je te laisse reprendre la parole. Oui, je parlais sans le micro ouvert, forcément ça marche beaucoup moins bien. Du coup, l'idée c'est que Sébastien puisse vous faire en direct une petite démonstration des principales fonctionnalités de 3 outils parmi ceux qui viennent de vous être représentés de manière un petit peu plus théorique. Et on s'est dit avec Sébastien que la meilleure manière de satisfaire le maximum d'entre vous, ce serait tout simplement de vous donner la parole sur le sujet et de vous faire voter. Donc, je vais lancer un… Alors, à vrai dire, on n'a pas fait le premier sondage, Sébastien, sur le profil des structures. Est-ce que ça t'intéresse toujours parce que ça peut orienter la démonstration que tu fais? Ouais, bien sûr. Après, je ne sais pas si on va avoir le temps de faire ça, mais oui, ça peut être intéressant pour la suite. Ça sera compris dans le reste, entre guillemets, Ouais. ça orientera ta manière de présenter les choses. Du coup, je lance un premier sondage qui nous permet de savoir déjà si vous êtes familier avec l'usage d'une suite collaborative, si vous utilisez déjà au sein… je vous lance le sondage en parallèle. Voilà. Donc, une première question pour savoir si vous utilisez déjà une suite collaborative au sein de votre association et si oui, laquelle. Et d'autre part, ça peut aider Sébastien aussi dans sa présentation de savoir à peu près combien d'utilisateurs seraient concernés de votre côté par une suite collaborative, parce que selon si c'est plutôt moins d'une dizaine ou plus d'une centaine, forcément les intérêts divergent aussi et les usages divergent. Donc voilà, je vous laisse 20 petites secondes pour répondre. Et puis, on enchaînera d'emblée en fait avec la deuxième partie du sondage sur les outils. Comme ça, on aura tous les éléments en main en une fois. Alors, ça a l'air d'être bon pour déjà pas mal d'entre vous. Je pense que ça nous donne une bonne idée. Merci pour vos réponses. Est-ce que, Sébastien, de ton côté, tu vois bien les résultats quand tu cliques sur son… Enfin, tu les vois s'afficher peut-être? Ouais, tout à fait. Ok. Donc, Je suis un peu surpris, du coup, c'est étonnant, mais ouais, il y a une plus d'utilisateurs de G Suite que de Office 365. Voilà, je partage les résultats avec vous en même temps. Ça se permet de voir qu'en gros, il y a à peu près une proportion équivalente parmi vous qui utilisent déjà G Suite ou qui, à l'inverse, n'utilisent aucune suite collaborative. Donc, on a un panel assez varié. Et puis, pareil, même proportion entre vous, entre ceux qui auraient moins de 10 utilisateurs concernés et ceux qui en auraient entre une dizaine et une centaine, pour résumer. Exactement. On va passer avec la deuxième partie du sondage qui est donc du coup sur les démonstrations. Voilà, les démonstrations qui vous intéressent d'avoir. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, sélectionner 3 outils de la G Suite dont vous avez la liste sous les yeux pour voir ceux dont vous souhaiteriez avoir un aperçu en direct maintenant grâce à Sébastien. Et donc, on vous présentera les 3 qui auront eu le plus de succès. Et en attendant, je vais essayer de répondre à quelques questions, même si Lorraine les reprendra par la suite. Oui, je peux d'emblée t'en poser une ou deux, en fait, à vrai dire. Ouais, tout à fait. Je pense qu'après, j'écoute d'une oreille en même temps que je gérais les questions. Je crois que tu as déjà un petit peu évoqué le sujet, mais peut-être réévoquer un peu les notions de RGPD de cette version Google Suite Pro. Et par exemple, entre autres, préciser où sont situés les data centers qui hébergent les données. Tout à fait. Du coup, il y a des data centers en Europe, en Belgique. Il y en avait à Londres, mais c'est plus vraiment l'Europe. Mais ouais, il y en a en France aussi. Et donc, il y a une possibilité d'exiger en fait que les données soient hébergées en Europe dans la suite. Donc, soit on accepte la réplication, soit on fait en sorte que les données ne soient pas répliquées et qu'elles restent en Europe. Et donc là-dessus, il y a aussi beaucoup de littérature sur la RGPD qui pourrait être partagée si besoin. Alors, on a les résultats en parallèle, je les partage avec vous tous sur les résultats du sondage. Du coup, Sébastien, on partirait a priori sur une démonstration du contrôle administrateur, s'il te plaît, ainsi que, si je ne dis pas de bêtises, on a le Drive et Google Sites.
Et puis, ma foi, on verra si très du temps, mais je pense qu'on vaudra mieux traiter les questions. On a beaucoup de questions, donc ça sera déjà bien niveau démonstration, je pense. Donc, le contrôle administrateur, le Drive et Google Sites. Ok, hop, donc je vais repartager mon écran et puis tu m'interromps quand tu trouves que c'est trop long. Donc est-ce que tout le monde voit mon écran? Je pense que oui. Oui, donc je ça, pense. c'est la console d'administration. Je vous présente la nôtre. Il n'y a rien d'extrêmement confidentiel là-dedans. Donc encore une fois, tout passe par Google Chrome. C'est vraiment, en gros, il faut voir Chrome comme votre système d'exploitation. Euh, c'est celui qui doit être vraiment contrôlé et sécurisé. C'est vraiment votre navigateur. Donc ça, c'est la console d'admin telle qu'elle se présente aujourd'hui, avec différents onglets, le tableau de bord, les utilisateurs, les groupes, les unités d'organisation, les bâtiments, les ressources, etc. Donc c'est dans la vue utilisateur qu'on va pouvoir se créer ces utilisateurs, et c'est extrêmement simple, puisqu'il suffit de faire plus et de pouvoir rajouter un utilisateur. Depuis là, donc soit ici, soit un transfert groupé, c'est-à-dire que si on a vraiment beaucoup d'utilisateurs à créer d'un coup, on peut aussi faire de l'import de fichiers. Et il est possible aussi de coupler la console de gestion de Google avec, pour les utilisateurs un peu avancés, une base de données Active Directory. Donc, ceux qui sont en environnement Microsoft, on a la possibilité de synchroniser les deux et de créer les comptes comme ça. Euh, pour chaque utilisateur, on va avoir des options. Donc, on va pouvoir rentrer des informations là-dessus. Son adresse, une adresse perso, de créer des alias, créer un ID de collaborateur, rajouter des fonctions, etc. Tout ça, ça va servir à alimenter un annuaire global, et toutes ces données ensuite vont pouvoir être visibles et partagées avec l'ensemble des collaborateurs. Donc on peut voilà, dire dans quel bâtiment il se trouve, dans quelle salle, etc. Donc, ça peut vraiment servir pour ça, pour des sites distants, etc. On a aussi toutes les politiques de sécurité qui sont intégrées là-dedans. Par exemple, chez nous, on a activé la double authentification, et avec des mots de passe assez forts, ce qui permet que, enfin, même si on s'est fait voler son mot de passe, on a la possibilité de recevoir des messages sur son téléphone ou via une autre adresse email, pour pouvoir déverrouiller son compte. Donc tout ça, ça se fait ici de manière aussi assez simple. On a la possibilité d'exiger un nouveau mot de passe. Si jamais l'utilisateur pense qu'il a oublié de se déconnecter depuis un périphérique lors d'un voyage, etc., ou dans un hôtel, on a la possibilité ici de réinitialiser les cookies de connexion. C'est-à-dire ça va mettre fin à toutes les sessions dans le monde entier auxquelles il aurait été connecté, et ça va redemander un mot de passe d'authentification. Donc c'est en un clic que ça se fait ici. Il y a la possibilité aussi de créer des mots de passe spécifiques pour l'accès à des applications, etc. On a aussi toute une gestion de groupe depuis ici, hop, avec l'annuaire des groupes. On va pouvoir se créer tous les groupes qu'on veut, sans limite. Et les groupes sont à la fois des groupes de sécurité, pour ceux à qui ça parle, c'est-à-dire des groupes qui vont servir pour donner des accès après dans le Drive, et des groupes de distribution. Donc c'est à chaque groupe, il y a une adresse email qui est reliée, et on va pouvoir s'en servir comme groupe de distribution d'adresse mail, soit purement en interne, c'est-à-dire que c'est des adresses qui ne sont pas publiées sur Internet, et seuls les collaborateurs internes vont pouvoir écrire, soit en externe, et elles seront publiques et disponibles pour tout le monde. Et à chaque fois, il y a la possibilité aussi de se créer des alias pour ces adresses-là, de mettre des politiques un peu différentes en fonction de ces groupes, etc., puisque ça sert aussi, ça peut aussi servir de forum de discussion. Donc on va pouvoir retrouver aussi tout l'historique des messages dans ces forums de discussion. On peut s'organiser
avec des unités organisationnelles justement qu'on va retrouver ici et qui vont permettre de segmenter en fait les différents collaborateurs pour que ce soit plus lisible. Est-ce qu'il me reste encore un peu de temps là-dessus, Lorraine? 1 minute. Ouais, donc on a aussi un élément intéressant sur la gestion des appareils. Donc si on a des appareils professionnels, ça va permettre de gérer ici ce qu'on appelle du MDM, Mobile Device Management, de gérer en fait tous ces périphériques mobiles et de pouvoir réinitialiser les mots de passe, les bloquer si jamais il a été volé, etc. Donc on va retrouver ça ici. Après, il y a plein de choses aussi sur les règles de sécurité. Donc encore une fois, la console peut être extrêmement simple et comme dans tous les outils, on peut s'en servir simplement ou au contraire aller très très loin dans des règles de sécurité, dans de la configuration. Mais de base, et de manière extrêmement simple, en fait, on va pouvoir gérer beaucoup de choses, quoi. Et après, il y a toute une partie reporting ici, avec la gestion des alertes, des rapports, des contenus d'audit, etc. Et cette console aussi, pour des grosses organisations, peut tout à fait être déléguée à plusieurs types d'administrateurs en fonction des unités d'organisation, par exemple, qu'on aurait créées en amont. Et donc là, on va retrouver tout un tas de stats sur l'utilisation des différents outils, des différentes applications. Et puis dernier truc, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va pouvoir aussi pousser des applications sur des appareils qui appartiennent à la structure. C'est-à-dire se faire des profils et se dire par exemple sur chaque téléphone qu'on va donner à un bénévole, je voudrais qu'il y ait telle et telle application qui soit installée en automatique. On va pouvoir gérer ça depuis cette console. Super, Voilà. merci. Avant que tu passes à la présentation du second outil, est-ce que Ouais. tu peux juste nous préciser si c'est possible de changer l'administrateur désigné? Oui, exactement. On peut tout à fait changer l'administrateur désigné. Donc, ce qui est Ok, recommandé, mais c'est vrai aussi pour Active Directory, c'est de se créer un compte générique avec un mot de passe très très compliqué. Celui-ci ne changera pas. Et après, de désigner des administrateurs. Et ça se fait aussi de manière très simple dans la gestion des rôles de la- sur cette console-là. ok, super, merci. L'outil suivant. Ouais, on avait parlé du drive du coup, c'est ça? Ouais, donc le Drive, c'est vraiment votre serveur de fichiers. Pour les gens à qui ça pourrait faire un peu peur, il faut vraiment voir ça comme ça. C'est un serveur de fichiers de l'organisation dans lequel vous allez retrouver en fait l'ensemble de vos documents. Donc là, pour la partie qui nous concerne, nous, on a recréé une arborescence avec nos dossiers clients, les dossiers RH, etc. Avec des droits qui sont attribuables et attribués à chaque groupe, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que les groupes qui ont été créés dans la console d'administration, on va pouvoir les retrouver ici. Donc là, par exemple, si je prends ce dossier et que je veux le partager avec un groupe, je vais faire un clic droit partager et pouvoir partager ce dossier avec les groupes que j'ai préalablement créés. Donc, j'ai juste à taper le début du nom du groupe et je vais les retrouver ici. Donc ça fait appel à l'annuaire. Donc il est possible de voir pas mal de droits différents en lecture, écriture, en commentaire, en visualisation. Et il est possible aussi de mettre des accès restreints et limités dans le temps. Là-dedans, comme on le disait, on va pouvoir retrouver tout type de documents. Hop, si on va là-dessus, par exemple, on retrouve une arborescence assez classique. On va pouvoir trouver des documents PDF, des documents, là c'est une présentation PowerPoint, tous les documents, slides, sheets, etc., dont on a parlé tout à l'heure. Euh, il y a la possibilité aussi, par exemple, de pouvoir faire de la duplication, c'est-à-dire que si jamais on veut que ce document-là soit dispo dans plusieurs endroits, on a la possibilité aussi de le dupliquer en faisant déplacer vers ici et de dire voilà, je veux que ce document-là soit aussi dispo dans ce dossier-là. Et donc on va l'ajouter et donc on aura la possibilité d'avoir un document dans plusieurs endroits. Et donc là, après, on va voir que ce document est présent dans plusieurs dossiers en même temps. Ce qui veut dire que quand on le mettra à jour une fois, il sera à jour pour l'ensemble des dossiers. Pour les gens qui ne sont pas à l'aise avec ces vues web, en fait, il y a la possibilité avec un outil qui s'appelle Stream, Google Drive Stream, de retrouver tous ces éléments-là dans son explorateur.
Donc c'est ce qu'on voit ici. Par exemple, j'ai la même vue dans mon explorateur ici. Donc, je vais retrouver mon drive. C'est la même chose dans Windows. Donc là, je suis pas sur du Windows, mais c'est la même chose dans Windows. Et on va retrouver une vue de l'ensemble de ces dossiers. Donc pour les gens qui sont plus à l'aise de naviguer comme ça dans un explorateur, c'est aussi tout à fait possible. Et ça permet pour des personnes qui sont pas à l'aise avec ce type de fonctionnement en mode web, de pas être dépaysés et de retrouver tout leur environnement de manière extrêmement simple, de pouvoir faire leur glisser-déposer de documents, etc., d'un dossier à un autre, depuis leur bureau, etc. Donc vous pourrez, pour les administrateurs, leur mettre un raccourci sur le bureau. Ils retrouveront l'accès complet à, à ce serveur-là. Après, on peut mettre des dossiers en suivi, etc. Il y a une vue aussi, ce qu'on appelle la vue prioritaire, qui va permettre de se créer des espaces de travail et de créer un peu des espaces de travail qui vont permettre d'alimenter avec des documents qui seraient présents dans différents dossiers. Voilà, c'est très souple. Ça marche aussi en mode hors connexion. Et on peut retrouver évidemment tout ça en mode hors connexion. Et là, vous le voyez, je suis moi sur une autre version de Google Drive et j'ai pas de limite de stockage, en fait, c'est ce qu'on voit ici. Dans les choses qui sont intéressantes aussi sur le Drive, et après je vais tâcher aussi d'aller vite, il y a ici, là, ce bouton information qui va permettre de retracer toute la vie des dossiers et de voir quand est-ce qu'ils ont été créés, quand est-ce qu'ils ont été alimentés, et de revoir toute l'activité. Ce qui veut dire que les documents sont vraiment vivants et on a la possibilité de faire du versionning là-dessus. Est-ce qu'on passe à l'outil suivant ou est-ce qu'il reste encore une petite minute? Je pense que c'est bien de passer à l'outil suivant. À la limite, une petite question au passage à laquelle je me prête à répondre par écrit, mais du coup, c'est mieux de faire partager avec tout le monde. Est-ce qu'on peut partager avec un utilisateur d'une autre association, par exemple, qui partagerait pas du coup notre compte, notre Exactement, G ouais. Suite? En fait, il y a la possibilité de partager avec tout type d'utilisateurs et c'est une très bonne question parce que c'est un point auquel il faut être vigilant. Euh, je vais répondre à ça, mais je vais dire aussi, il y a la possibilité de partager avec personne. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important et souvent les gens pensent qu'à partir du moment où on a mis des documents dans le drive, ils sont partagés. C'est pas du tout le cas. Là, par exemple, ce dossier privé, on voit qu'il n'a pas le petit bonhomme là, et ça veut dire que ce dossier-là, je ne le partage avec personne et, euh, et je vais stocker là-dedans que des documents qui me concernent uniquement à Hmm. moi, des documents vraiment personnels. Et donc oui, il est tout à fait possible de partager avec l'externe et encore une fois, tout type de documents. Et il y a des procédures assez simples même pour permettre à des gens qui n'ont pas de compte Gmail, c'est-à-dire au-delà de ne pas avoir de compte ASSO, de ne pas avoir de compte Gmail, d'accéder, même d'éditer des documents si jamais on leur donne les droits. Donc il y a un process assez simple qui existe pour rattacher en fait son compte à cette forme d'édition. Et donc ça aussi, on pourra le partager dans les astuces pour les gens qui le souhaitent. Eh ben, super, ça répond par la même occasion à une autre question d'Alexandra, en l'occurrence, que j'avais mise de côté. Donc super, merci. Outil suivant, Ouais, on passe à Google Sites du coup. ouais, Google Sites. Donc là, j'en avais pas créé, je crois, pour la démo. On peut s'en créer un. Depuis le bouton nouveau ici, en fait, on voit tous les éléments dont je vous avais parlé tout à l'heure. Donc, on peut éditer un docs, un sheets, un slide. Et sur plus ici, on voit qu'en fait, il y a une petite flèche qui va nous permettre de faire des Google Forms, des dessins, des maps et notamment Google Sites. Google Sites, donc il suffit de cliquer ici. Et là, vraiment en quelques clics, on va pouvoir se faire un site intranet et un site internet si jamais on souhaite le publier. Donc par défaut, ils ne sont pas publiés hors de l'organisation, mais on va pouvoir tout à fait le disponibiliser sur internet ensuite si jamais on est satisfait. Donc là, ça marche comme ça. Hop, on peut changer d'image, donc soit à partir d'une image déjà définie, soit depuis ses propres albums. Et on voit ici qu'il est toujours possible d'aller chercher dans son drive. Donc si on est bien organisé, il faut se dire qu'en fait, toutes les applications sont reliées après à notre serveur de fichiers qui est Google Drive. Donc depuis là, on pourra aller chercher tout type d'image. Et là, typiquement, on va aller chercher une image de notre équipe. Hop, ici, dans comme image.
équipe IT for Life. Et là, on va pouvoir retrouver voilà, l'ensemble de mes collègues. Et on va mettre une photo ici d'un déj. Bon, je vous mets n'importe quoi. Hop, on va mettre celle-ci. C'est pas la meilleure des photos. Donc là, on voit qu'il va régler automatiquement la lisibilité de l'écran. Et là, sur le volet de droite, vous allez voir, vous pouvez ajouter un peu tout ce que vous voulez. Soit de la mise en page. Donc là, on va dire, tiens, on veut 3 photos et du texte. Et à chaque fois, on va dire, hop, on va pouvoir éditer de manière extrêmement simple ces photos et ce texte. À chaque fois, vous voyez, j'ai pas l'obligation d'enregistrer parce qu'en fait, tout est enregistré en automatique. Hop. Voilà, donc là j'ai mis une photo de mon chat, etc. Donc ça, je pourrais faire encore plein de choses. Je peux supprimer à la Très bon volée choix, la photo. Ouais, merci. Ouais. Je peux ajouter et supprimer à la volée, comme vous l'avez vu, les éléments qui ne m'intéressent pas. Et là, je vais pouvoir aussi dire, tiens, après cette photo de mon chat, je vais vouloir intégrer ma charte, par exemple, la charte de IT for Life dans ce document. Donc je vais aller dans mon drive, ici, et je vais pouvoir rechercher tout ce que je veux, puisque ça va chercher encore une fois dans mes documents. Donc je vais chercher charte, et je vais avoir toutes les occurrences de, des documents dans lesquels il y aura le mot charte. Et donc là, hop, c'est celui-ci, et je vais pouvoir l'inclure là-dedans. Donc ça c'est fait. Je vais pouvoir fermer ce panneau. Je peux aussi donc adapter cette vue-là, la rétrécir, etc., la voler. Hop. Encore une fois, moi j'ai aucune compétence en code HTML et tout ça. J'ai zéro compétence de webmaster. Je vais pouvoir voir à quoi ça ressemble sur un affichage mobile. Donc là, c'est la représentation sur un écran d'ordinateur. Là, ça serait la représentation de mon site sur une tablette. Et là, la représentation de mon site sur un smartphone. Donc très simplement, je peux voir à quoi ça va ressembler en fait. Et on voit que les images s'adaptent et que c'est automatiquement responsive. On peut créer des sous-pages. Ici, je pourrais créer une sous-page doc de référence, par exemple. Doc de référence. Et encore une fois, je vais pouvoir appeler tout type de document. Donc là, je pourrais faire un carrousel d'images, insérer une table des matières, des vidéos depuis YouTube, l'agenda dont je parlais tout à l'heure. Donc là, par exemple, on pourrait très bien aller chercher un agenda IT for Life qu'on va publier ici. On pourrait publier l'agenda des jours fériés, etc. etc. Donc là, j'ai mis agenda d'IT for Life. Et je vais pouvoir changer les vues. Mettre une vue par mois, modifier un peu les paramètres. Donc là, voilà, je pourrais faire plein de choses différentes. Tac. Donc là, j'ai mis une vue par mois. À chaque fois, il y a aussi des règles qui vont permettre justement de bien placer les éléments pour s'assurer qu'on est bien centré, etc. Et je pourrais mettre aussi des graphiques. Et là, par exemple, des graphiques qui seraient issus de mes feuilles Google Sheets dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, c'est pareil, il va aller chercher dans mon drive et il va aller chercher les graphiques les plus récents que j'ai utilisés. Donc là, on pourrait partir de ça, qui doit être une feuille de test. Hop. Et donc là, il va chercher automatiquement dans ma feuille, d'ailleurs je vous montre au passage ici, c'est cette feuille-là. Il a repéré qu'il y avait un graphique dans ma feuille, donc il va me proposer en fait d'insérer ce graphique. Donc je vais dire oui, tout à fait, c'est exactement ça que je veux. Hop. Il va me permettre ça. Donc là, mon graphique est inséré, il va apparaître dans quelques instants. Ce qu'on vient de voir là, quand je viens d'insérer ce graphique, ça veut dire qu'aussi, si je mets à jour ma feuille Google Sheets de ce côté, il va automatiquement mettre à jour le graphique sur mon site ici.
Ça fait partie des choses extrêmement importantes. Si on a régulièrement des choses à présenter à un public un peu large, de se dire, voilà, j'ai pas 15 000 fois les mêmes choses à faire ou à refaire mes rapports, je les fais une fois et ensuite je les publie. Une fois que je suis satisfait de mon travail et de mon site, j'aurai aussi la possibilité d'ajouter un logo très simplement, etc. Ce qu'on voit ici, de mettre un nom sur mon site, hop, etc. Une fois que je suis satisfait de mon travail, je peux faire publier. Hop, il me génère un nom que je peux modifier automatiquement et je publie. Et maintenant, ce site-là est accessible pour tous mes collaborateurs. Et c'est depuis la console d'admin où justement on pourra, en fonction des choix de la structure, décider ou pas de le publier sur Internet. Et là, ça veut dire que il est accessible pour tout le monde, pour toute la structure IT4Life tout de suite. Et donc les gens vont pouvoir naviguer dessus, consulter la charte et les docs de référence. Est-ce que tu as... Pardon, excuse-moi. Vas-y. Est-ce que tu as la possibilité de choisir l'URL? Oui, exactement. En fait, l'URL de base, c'est sites.google.com. C'est ce qu'on voit là, donc c'est pas très parlant. On a la possibilité de modifier les URL par défaut depuis la console d'admin, donc pour que ce soit un peu plus parlant et de les relier avec ses propres URL. Et on a la possibilité, mais là, après, c'est chez son hébergeur, de faire pointer, donc si on le publie à l'extérieur, de faire pointer cette URL-là qui n'est pas forcément top vers, je ne sais pas moi, IT4Life, enfin intranet.it4life.org. Donc ça, c'est tout à fait possible aussi. Ouais. Et c'est le cas d'ailleurs pour notre intranet ici, donc qui est publié. C'est-à-dire qu'on peut y accéder via Internet à partir du moment où on est un utilisateur de IT4Life. Ce qui n'était pas vrai au début quand on a créé la structure. Par exemple, notre site Internet avait été fait avec Google Sites. Et donc, il était dispo vraiment pour tout le monde et partout, quoi. Et donc, du coup, pour changer l'URL, il faut forcément avoir une autre source d'hébergement, c'est ça? En fait, il faut distinguer le registrar qui va héberger notre nom de domaine. Google est aussi registrar, mais donc là, c'est pas gratuit, c'est quelques dizaines d'euros par mois. Et c'est le cas aussi chez n'importe quel hébergeur. Donc, il faut avoir un nom de domaine pour pouvoir effectivement personnaliser ces URL. Ok. Et autre petite question concernant le site, avant qu'on passe aux questions en règle générale, si ça te va, c'est simplement de savoir si ce site il est responsive. Oui, tout à fait, c'est ce que je montrais là. Donc en fait, D'accord. juste pour vous montrer, l'URL c'est celle-ci, c'est pas ce truc très compliqué là, et c'est quand même, il y a quand même marqué sites.google.com et il est responsive et c'est ce qu'on voit là, c'est-à-dire que quand on met ce volet d'aperçu, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, en fait on a cette possibilité de voir comment il va s'adapter en fait sur tablette et sur smartphone. Et on voit qu'il s'adapte très bien, que la photo se redimensionne à la volée, etc. Que le menu est devenu différent aussi sur un smartphone. C'est passé en mode hamburger là en haut à gauche. Euh, et voilà, donc on voit et ça va permettre aussi d'adapter très simplement les différentes vues, de s'assurer que l'affichage sur mobile il correspond à nos attentes et que c'est pas quelque chose d'illisible par exemple. Est-ce qu'on fait un autre outil? Non, là, vu l'heure, on va passer aux questions en règle générale. J'en profite pour dire que là, j'ai conscience qu'on arrive un peu à échéance de l'horaire théorique qu'on avait prévu. J'espère que, nous, on est prêt avec Sébastien à rester un petit peu plus longtemps pour répondre à vos questions. On espère que la plupart d'entre vous sont disponibles. Et puis sinon, une fois de plus, pas de regret, hein, le replay sera à disposition et vous recevrez le lien par mail d'ici le début de semaine prochaine. Alors, je vais commencer par une première question à laquelle, à vrai dire, je vais peut-être répondre moi-même. C'est souvent revenu, c'est sur le fait de savoir comment est-ce qu'on peut avoir accès concrètement à Google Suite pour les associations et quels sont les critères d'éligibilité. Alors, pour avoir accès à Google Suite pour les associations, je vous invite à tout d'abord vous inscrire, si ce n'est déjà fait, sur la plateforme Solidatech, puis vous inscrire sur la plateforme Google pour les associations,
qui, vous le trouverez de toute façon en tapant dans votre moteur de recherche Google pour les associations, et sinon, c'est avec le terme anglais non-profits. Et ensuite, une fois que vous serez inscrit sur ces deux plateformes, vous serez en mesure, en fait, dans votre compte administrateur Solidatech, d'éditer un jeton de validation. Et grâce à ce jeton de validation, vous pourrez faire votre demande de Google pour les associations de G Suite. Sachant que c'est Google eux-mêmes qui vous donnent la réponse finale sous une trentaine de jours normalement de votre éligibilité ou non à la plateforme. Donc nous, on ne peut pas s'avancer à 100%, c'est eux qui ont le dernier mot sur le sujet. Cela étant, pour vous donner une idée, a priori, toutes les associations loi 1901 et les fondations reconnues d'utilité publique sont éligibles, à l'exception de, du coup, les entités et les organismes gouvernementaux, tout ce qui concerne les hôpitaux et les centres de soins, et enfin tout le domaine éducatif, j'ai envie de dire, donc école, garderie, université, etc., en général ne sont pas éligibles, d'autant plus qu'il y a souvent des offres spéciales, notamment Google for Education. Donc voilà, en quelques mots pour la partie accès concret à Google Suite, sachant que donc, je le répète parce que plusieurs fois la question est revenue aussi, c'est une solution qui, pour les associations, une fois que votre demande est validée et que vous êtes éligible, c'est une solution qui est complètement gratuite pour les associations. Oui, tout à fait. Pour compléter, on peut aussi accompagner là-dessus s'il y a des questions, s'il y a besoin de support, parce que le process est simple, mais pour des gens qui n'ont pas du tout d'idée de voilà, est-ce qu'il faut un nom de domaine, etc., comment ça se passe, on peut aussi vous aider là-dessus. Ouais. Eh bien, justement, puisque tu évoques la question du nom de domaine, on a 2-3 questions à ce sujet. D'une part, comment rattacher Google Suite à son nom de domaine? Et à l'inverse, est-ce que c'est obligatoire de le faire ou est-ce qu'on peut ne pas y relier son nom de domaine? Non, il faut nécessairement un nom de domaine, parce qu'en fait, on va avoir un domaine et une messagerie en quelque chose.mondomaine.com ou .org, donc ça c'est une nécessité absolue. Et le rattachement, il se fait de manière extrêmement simple. En plus, il y a de plus en plus de registraires qui permettent de l'automatiser. Et en gros, ça passe premièrement par la création d'adresses DNS. En gros, il faut créer ces enregistrements MX, donc mail dans les consoles DNS. Il y en a 5 à créer, il y a un truc de vérification. Et généralement, en 24 heures, et voire moins de 24 heures pour les meilleurs registrars, c'est fait. Quoi. Ok, très bien. Est-ce que tu peux, dans les grandes lignes bien sûr, et d'ailleurs je pense qu'il y a un mot-clé qui va revenir sur la sécurité, mais redire en gros qu'est-ce qu'apporte la version pro, cette version pro par rapport à la version classique où en fait il y a déjà pas mal d'outils qui sont accessibles à titre personnel gratuitement? Ouais, tout à fait. Bon, en gros, ce qu'il faut savoir, à mon sens, ils ont fait une erreur quand ils ont nommé les deux suites de la même manière et que Gmail soit resté Gmail. Je pense que ce n'est pas très pertinent. Ça crée beaucoup de confusion. Il faut savoir que les outils Google grand public, ils sont gratuits parce qu'on est le produit. C'est-à-dire que, et tout comme pour Facebook, WhatsApp, etc., on est le produit et on l'a accepté en signant, en validant les conditions d'usage. Donc Google se sert des données qu'il collecte via nos recherches, etc., pour nous vendre de la pub. Facebook pour vendre les données sur nos usages, etc., à des tiers, et on l'a vu dans plein de contextes. C'est absolument pas le cas de la suite Pro, qui elle est conforme justement à toutes les réglementations en vigueur et les plus restrictives. D'ailleurs, Google Suite, ça a été une des premières solutions à être en conformité totale avec les RGPD et qui est aujourd'hui la norme la plus restrictive. Et je parlais des données de santé, c'est le cas aussi. Donc il y a certains add-ons qui ne seront pas conformes, mais là-dessus, il y a aussi beaucoup de documentation disponible pour ça. Parce que comme on l'a vu, on peut greffer des add-ons à la suite. Ça, je ne vous l'ai pas montré, mais on peut tout à fait le faire. Et il faut faire attention, justement, si on veut être en conformité totale aux add-ons qu'on va ajouter. Mais par contre, la suite, elle, est conforme. Et sur la question de la sécurité pure, il n'y a pas plus sécure aujourd'hui que cette solution-là, à partir du moment où on veut faire du travail collaboratif. Si on souhaite travailler tout seul, on sera toujours
plus sécure avec des solutions complètement fermées et non collaboratives. Mais aujourd'hui, moi, pourquoi je pousse aussi cette solution-là? C'est parce que j'ai été administrateur et je suis encore administrateur système et réseau et que grâce à cette solution, je dors tranquille parce que je ne suis pas toujours obligé de me poser la question sur mon serveur de messagerie, est-ce qu'il est up, est-ce que justement il a les derniers patchs de mise à jour, etc. Euh, voilà. Et alors que chez Google, il y a des milliers d'ingénieurs sécurité et sur plein de niveaux différents, que ce soit le cryptage des données échangées entre les appareils, sur les serveurs, sur le matériel, etc. etc. Et juste pour finir là-dessus, avant la prochaine question, tout le monde est très favorable enfin, voilà, se pose pas la question pour Microsoft et je pense que c'est très lié avec la fondation Gates, etc. Cela dit, Microsoft collecte des données personnelles depuis les années 80 et a priori ça dérange personne. Mais voilà, on pourra avoir un long débat là-dessus. Voilà, et j'ai un avis vraiment aussi sur ces questions-là, donc si ça pourrait faire l'objet d'une autre discussion beaucoup plus longue, quoi. Merci. Est-ce que c'est possible, et si oui, comment, de passer du coup, de l'utilisation perso du G Suite basique à celui de Google pour les associations? Est-ce Ouais, qu'il y a tout à fait. moyen, du coup, de conserver, l'adresse, d'une part, et puis les documents qui y sont liés, etc. Ouais, exactement, et c'est une très bonne question. En fait, dans Chrome, on a la possibilité de scinder des profils. Et donc ça, c'est très bien pour justement les profils pro et pour pas mélanger son historique de navigation, ses mots de passe, sa barre des favoris. Donc on va pouvoir avoir un profil professionnel dans lequel on accède à son Drive pro, à sa messagerie pro, etc. Et une session Chrome perso avec ses propres favoris, justement, et tout son environnement à soi. Et donc ça, c'est pareil, très très simple à mettre en place. C'est juste à se créer deux profils. Et c'est tout à fait possible, ouais, de distinguer ça. Et c'est même quelque chose que nous, on recommande vivement. S'il y a des gens qui se... C'est un truc assez simple. Et voilà, on pourrait aussi partager l'astuce là-dessus. Ça permet de gagner beaucoup de temps et de gagner aussi en sécurité sur ces questions-là. Ouais. Alors, c'est un très bon point parce qu'en l'occurrence, on avait eu par ailleurs la question. Mais là, ce n'était pas la question. C'était vraiment de savoir si mon association Y utilise déjà les services de G Suite, mais sur la version gratuite, et que je veux basculer sur Google pour les associations. Est-ce que je dois tout repartir de zéro ou est-ce que je peux faire le pont entre les deux? Non, on peut faire le pont, ça sera toujours un peu complexe, parce que ça veut dire qu'il faut laisser, en fait, il va falloir partager les données, par exemple du Drive, avec la nouvelle entité, euh, et que le créateur restera le propriétaire des documents qui ont été créés. Donc, on ne peut pas supprimer le compte, mais oui, c'est tout à fait possible. Il y a la possibilité aussi d'importer l'historique des... Enfin, il y a une bascule des messages, etc., d'un compte à un autre qui est possible. Et de la même D'accord. manière, depuis des comptes qui ne sont pas Google. C'est-à-dire si on était sur un autre système de messagerie, il y a aussi la possibilité d'importer ces messages et son historique. Et tous ces Hmm. documents. Et tu as dit que ce n'était pas possible de supprimer un compte qu'on avait créé par le Euh, passé. le truc, c'est que le propriétaire, à partir du moment où il va partager ses données avec un tiers, Ah oui, il ne faut plus le supprimer, quoi. Hmm. on ne peut pas supprimer ce compte. Enfin, il aura toujours les accès, quoi. C'est pas supprimer le compte, c'est on ne peut pas supprimer les accès à ces documents. C'est-à-dire que je ne pourrais pas dire, Hmm. tiens, Lorraine, tu deviens propriétaire avec ton compte Solidatech, et après, toi, tu me supprimes l'accès Hmm. à Sébastien avec son compte perso. Mais moi, je pourrais supprimer mon compte, par contre, de manière D'accord. tout à fait simple. Ok. Est-ce que tu peux, alors pas forcément, là malheureusement, on n'a pas forcément le temps de rentrer dans la démonstration de l'outil, et puis en plus, ce serait pas très pratique en étant déjà en visio, mais est-ce que tu peux dire quelques mots de Hangout? Ouais, tout à fait. Donc il y a Hangout qui est l'outil de chat et qui est en train de fusionner avec Hangout Chat, qui est un outil un peu plus complet de chat qui va se rapprocher beaucoup, beaucoup de Slack et qui sera intégré dans Gmail comme vous avez l'habitude de l'utiliser et qui permet aussi de créer des réunions Google Meet à la volée. Donc, Euh, qui, elles sont en visio, c'est ça? ouais, en Ouais. visio ou en audio, c'est-à-dire comme avec Zoom, on Hmm. pourrait désactiver la visio et se mettre en audio pur. Hangout permet de faire des appels téléphoniques simples, c'est-à-dire de faire que de l'audio depuis un téléphone, etc. Et Meet permet effectivement de faire les deux, plus du partage d'écran. Donc tout ça, ça va être fusionné et mieux écrit parce qu'il y a un peu une disparité entre ces outils. C'est en train d'être plus clair.
Et Google Meet permet de faire de la visio comme on est en train de faire Mm. avec Lorraine. Et ça reste du pro, c'est-à-dire que contrairement à ce qui s'est passé avec les versions gratuites de Zoom, les données ne sont pas vendues, sont protégées, et Meet aussi est conforme Mm. à la RGPD. Donc il n'y aura pas cette vente de données ou fuite de données qu'on a connue. Et j'ai vu passer une question, du coup j'en profite pour y répondre, et même si on répond, enfin je tâcherai, Lorraine le dira après, de répondre à toutes les autres par écrit probablement, mais euh, effectivement, Google a levé les limites de Google Meet pour les assos, en passant à plus de 1000 personnes en streaming, et avec la possibilité d'enregistrer les, les réunions, ce qui n'était pas possible. Donc ça, ils ont étendu jusqu'à septembre, et on a bon espoir qu'en fait ça devienne quelque chose de basique. On va tâcher avec la communauté des utilisateurs de pousser ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui manque par rapport aux autres outils. Et on est d'accord qu'on peut utiliser cet outil justement comme par exemple Zoom en partageant avec des personnes qui n'ont pas G Suite. Exactement. Et d'ailleurs, c'est enfin, presque plus simple. Il y a beaucoup, voilà. Il y a moins de possibilités. Par exemple, on ne pourra pas faire de sondage en natif avec Google Meet comme on peut le faire là avec Zoom. Mais c'est extrêmement simple d'utilisation. Il n'y a rien à installer, il n'y a pas de plugin, il n'y a rien. Il suffit de distribuer le lien et les gens se connectent. Ok, super. Petite question concernant Google Sheets. Est-ce que c'est 100% compatible avec le Excel de Microsoft? C'est 99% compatible avec le Excel de Microsoft. C'est déjà pas mal. Ouais, vraiment. En fait, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire de l'import-export, de la conversion entre les deux. D'ailleurs, c'est vrai pour tous les documents Google. On pourra toujours travailler. Ça, c'est quelque chose aussi très important pour toutes les assos qui n'ont pas de moyens et pas la possibilité de payer justement les licences Office. On peut tout à fait travailler pendant très longtemps sur Google Docs et de se dire, bah, tiens, à la fin, comme les gens avec qui je veux partager mon document travaillent sous Word, le télécharger au format Word et l'envoyer au format Word. Donc ça, c'est pareil, je ne l'ai pas montré, mais c'est un clic, et on convertit son document soit en Word, soit en PDF, enfin, comme on veut. Euh, et oui, pour Google Sheets, l'outil est de plus en plus complet. On peut même aller aujourd'hui plus loin qu'avec Excel sur plein de choses. Et toutes les formules sont compatibles. Ça, par contre, l'ensemble des formules est compatible D'accord. et possible de les utiliser soit en français, soit en anglais. Et c'est pareil, je pense qu'on aurait tout à fait la possibilité de faire un webinaire complet sur Google Ah, mais Sheets. sur chaque outil, c'est clair. Ouais, mais C'est bien c'est le vrai, problème. je pense qu'on pourra en parler une jour. Enfin voilà, il faudra Ouais. plusieurs jours, mais ça c'est des choses aussi qu'on peut faire, et on en reparlera avec Lorraine, mais on peut le faire avec ou sans Solidatex, on en parlera ensemble, et c'est tout à fait des choses qu'on peut faire, se dire voilà, on profite là de ce confinement euh, pour faire des formations sur des outils spécifiques. Très bien. On va pas tarder à clore ce webinaire. Encore quelques petites questions, notamment dans les grandes lignes sur les possibilités du hors connexion. Comment Ouais, est-ce qu'on y a accès du coup? le hors connexion, c'est juste un paramètre à activer. Donc en fait, il faut cocher la case hors connexion. Et pour l'outil dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet de faire du streaming du Drive, euh, c'est un peu pour les gens qui utilisent Dropbox, un peu l'inverse de Dropbox. Euh, Dropbox synchronise tout par défaut et ensuite on lui dit voilà ce que je veux pas synchroniser. Euh, L'outil Stream permet d'avoir la vue de l'ensemble des dossiers sans les télécharger, et on va juste spécifier par contre ceux qu'on veut télécharger. Donc c'est pareil, c'est une subtilité. Ouais, là je réponds à Roland, désolé, je pense que j'ai bougé mon micro et c'est peut-être mieux maintenant. Euh, et du coup, désolé pour avant. Ouais, donc on peut streamer tout ça et du coup partir aussi avec tous ces documents sur son laptop ou sur son téléphone en mode hors connexion, et travailler en déplacement dans des zones qui ne sont pas couvertes. Ok, très bien. Et est-ce que la suite Google a un équivalent de Access? J'ai pas l'impression. Si, mais c'est 1000 fois plus puissant qu'un équivalent. Access déjà n'est pas dispo dans les versions de base de Microsoft. Et là, on va passer sur des Si, outils si, enfin, en tout cas pour les associations, la dans le version pack. dans le C'est pack pas le pack gratuit. Pro.
Ok, Pour les assos, c'est compris dedans, en tout cas, pour ouais. info. Et du coup, en fait, Google Sheets peut faire de la gestion de base de données. Ensuite, il y a plein d'autres outils comme BigQuery, etc., qui vont permettre de faire cette gestion-là. Donc à plus haut niveau, mais là on parle plus de Google Cloud que de Google Suite. Mais du coup, il n'y a pas euh, d'équivalent à proprement parler d'Access dans la suite. C'est Dans la suite elle-même. dans, ouais, dans GCP. Ok. Bah, une dernière petite question avant qu'on conclue sur la personnalisation des adresses mail. Ouais, Est-ce que c'est quelque chose qui est possible forcément. c'est-à-dire. Alors, je t'avoue que j'ai pas plus de contexte sur la Alors, je vais question, mais essayer je de pense que ça répondre. sous-entend est-ce que c'est forcément son nom de domaine? Est-ce que c'est le nom de domaine de son choix? Voilà. Ouais, donc je vais essayer de Mais répondre. En fait, à partir du moment où on a acheté un nom de domaine, on peut mettre, j'en sais rien, nous c'est itforlife.org par exemple, et donc on peut avoir un domaine, des adresses en seb@itforlife.org. Je peux aussi avoir autant d'alias que je veux sans aucune limite. Donc moi j'ai sk@itforlife.org. J'ai un nom compliqué, donc j'ai aussi sébastien.cusier@itforlife.org. On peut créer des sous-domaines, donc ça c'est ce qu'on fait pour les grosses organisations qui sont présentes dans plein de pays différents. Ça permet de mieux segmenter sans avoir à chaque fois galérer quand on crée les adresses. Donc on a créé des unités d'organisation par pays. Et par exemple, si on avait une entité au Togo, on pourrait créer seb@togo.it4life.org et on sait que moi je suis présent au Togo. Donc ça c'est quelque chose de possible. Et on peut créer des alias de domaines. Par exemple, nous on a un domaine qui s'appelle it4life.africa et du coup, j'ai une adresse seb@it4life.org et aussi une adresse seb@it4life.africa ou ce que je veux à partir du moment où je dispose du nom de domaine. ok, super. Eh ben, on arrive à la fin de ce webinaire. Alors, je vous rappelle donc que vous recevrez vraisemblablement en début de semaine prochaine le lien qui vous renverra vers le replay de cette vidéo, de ce webinaire et vers le support de présentation qu'a utilisé Sébastien. Il sera disponible dans tous les cas voilà, la semaine prochaine sur notre centre de ressources sur le site internet de Solidatech. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter. Par ailleurs, il y a malheureusement beaucoup de questions auxquelles on n'a pas pu répondre et on aimerait bien. Je vais partager avec Sébastien une partie d'entre elles auxquelles on n'a pas répondu afin qu'il puisse y apporter des réponses concises par écrit. Et on joindra ces éléments-là dans le centre de ressources sur le même article. Donc, vous aurez tout au même endroit. Après, voilà, une fois de plus, il y a vraiment beaucoup de questions auxquelles on n'a pas pu répondre malheureusement. Donc, on s'excuse d'avance si votre question à vous personnellement n'a pas trouvé réponse. Et puis, on vous tient bien évidemment au courant par tous les canaux de communication classiques de Solidatech, donc réseaux sociaux, site internet, mailing, etc. Pour, si jamais on refait avec Sébastien un autre webinaire de ce type pour approfondir éventuellement certains outils en particulier notamment. Voilà. Merci beaucoup Sébastien pour ton temps. Ouais, merci à tous du coup d'avoir suivi. Je suis désolé pour le son, du coup j'ai vu après des messages comme quoi on m'entendait pas toujours bien. On fera mieux la prochaine fois et oui, il y aurait beaucoup à dire sur ces solutions et je pense vraiment qu'on refera. Donc je m'engage peut-être un peu vite vis-à-vis de Lorraine, mais ensemble, Et voilà, je vais te ensemble, coincer. ouais, ensemble d'autres webinaires comme ça si ça vous a plu et que vraiment vous avez trouvé ça pertinent. On sera avec grand plaisir. Super. Et ben, merci beaucoup. Bon après-midi à tous et puis bon courage pour le contexte actuel. On espère que vous allez bien. Voilà. À bientôt. Merci à tous. Au revoir.